Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord Attitude de ce 7 novembre 2017. Tommy Auger, journaliste de Nous TV, et Jean Saint-Pierre, journaliste d'Attraction Radio. Salut Jean! Bonjour Tommy! Ça va bien? Oui, ça va bien. Good! On se remet tranquillement de la campagne électorale, des résultats de dimanche, de notre fameuse émission à Nous TV aussi. Je n'ai beaucoup entendu parler. Ouais, ça a bien été. Ça a été super le fun. Je pense que les gens nous ont bien suivis. Puis c'était le but voulu là, de donner en direct les résultats, les analyses aussi, parce que ça a été quand même une grande et grosse campagne. Donc oui, ça a été c'était pas mal la meilleure façon d'avoir les résultats rapides. C'était d'écouter le 555 pour les abonnés de Cogeco dimanche soir pour la soirée électorale. Mais là, à Côte-Nord Attitude, on revient un peu à la normale. Là, ce midi, là, on a été pendant un mois à couvrir avec notamment une série de débats la campagne électorale du côté de Sept-Îles et Port-Cartier. Hier, bien sûr, l'émission était beaucoup axée sur les réactions, les résultats de cette élection qui a été dans la continuité pour Sept-Îles et avec des changements importants pour Port-Cartier. Mais là, ce midi, on va parler d'autres choses. On va parler, entre autres, du prix de l'aluminium sur les marchés mondiaux. On le voit depuis quasiment 1 an et demi maintenant que la situation est bonne, le prix est bon, entre autres parce qu'on ferme des alumineries trop polluantes en Chine. Qu'est-ce qu'il y en est pour la phase 3 de l'aluminerie Alouette? On va en parler en détail avec le président et chef de direction de notre aluminerie Alouette à Sept-Îles, Claude Boulanger, qui sera avec nous en entrevue à 12h15. On aborde plusieurs sujets d'actualité, mais on parle de cette commission parlementaire là sur le territoire, l'occupation du territoire, l'aménagement du territoire, qui avait lieu vendredi à l'Assemblée nationale à Québec. Et nos 2 députés de la Côte-Nord, 2 péquistes, bien sûr, dont Lorraine Richard, notre députée ici, dans le comté de Duplessis, ont interpellé, entre autres, le ministre Pierre Arcan concernant le bilan, finalement, le bilan des interventions du gouvernement libéral sur la Côte-Nord, le bilan du plan Nord également, et de ses retombées insuffisantes, selon les 2 députés. Alors, Lorraine Richard sera notre invitée. On parle aussi des résultats des élections municipales et de quelques autres sujets avec la députée de Duplessis. Également, on parlait la semaine dernière aux nouvelles d'un laboratoire, la baie de Sept-Îles, qui est un laboratoire pour les étudiants du cégep. Là, on a plus de temps, on va pouvoir en parler en détail ce midi, Tommy. Exactement, parce que c'est une belle collaboration là, entre le comité ZIP Côte-Nord du Golfe et le cégep de Sept-Îles avec des étudiants en sciences de la nature. On le sait, on tente de recueillir souvent des données qui concernant la baie de Sept-Îles ou d'autres plans d'eau via différents programmes, et il y a un programme là qui existe dont le ZIP Côte-Nord fait partie. Et cette année, ça faisait quelques années là qu'on collaborait à différents niveaux, mais là cette année, quelque chose de super intéressant, c'est que les étudiants de sciences nature se sont déplacés vraiment sur le terrain, ont pu faire de la collecte eux-mêmes de matières, donc des poissons, des crustacés, des différentes choses pour vraiment servir à récolter des données pour améliorer le recensement dans notre baie de Sept-Îles. Donc, c'est une belle collaboration entre le cégep de Sept-Îles et le comité ZIP Côte-Nord du Golfe, et je me suis entretenu plus tôt ce matin avec la directrice générale du comité, Sarah-Émilie Hébert-Marcoux. Ils sont gâtés, un beau gros laboratoire d'utiliser la baie de Sept-Îles. Ouais, puis il a fait beau en plus, comme elle m'a dit. Ils ont pas eu de mauvais temps jusqu'à maintenant. En fin d'émission Côte-Nord Attitude, on a notre chronique assurance avec l'expert Guy Duchesne. Et tu sais qu'à chaque fois qu'on contracte là un prêt hypothécaire, par exemple l'achat d'une maison, même les prêts d'entreprise, on nous offre toujours automatiquement une assurance vie sur ce prêt-là. Mais il y a d'autres options que de dire oui à l'institution financière qui nous fait un prêt. On en parle en fin d'émission avec Guy Duchesne à la chronique assurance. Génial, mais pour l'instant, les actualités locales et régionales. Actualité Pure FM.
En mentionnant d'abord que Valère Fontaine, Édouard Roch et Jean-Baptiste Pinette de Ouachita-Macmalieu-Tenam reçoivent aujourd'hui le prix Hommage au civisme à l'Assemblée nationale du Québec. Ces 3 personnes se sont distinguées par un courage exceptionnel lors du tragique accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 2 personnes. On s'en souvient, le 2 septembre 2015 sur la rivière Moisy. Le chef Mike McKenzie leur rend hommage dans un communiqué ce matin. Le conseil de bande Itum a salué leur geste de bravoure et tient à rappeler la mémoire de Blandine Pinette-Fontaine, une dame de 68 ans, une figure importante de la communauté, et de Pierre-Michel Fontaine, 49 ans, un employé du ministère de la Faune. Ils ont tous deux perdu la vie lors de ce terrible accident. Le prix Hommage au civisme vise à honorer publiquement des individus qui ont posé des gestes exceptionnels visant à secourir une personne dont la vie était en danger. Lors du tragique accident, les équipes déployées avaient pour mission de préparer le terrain en vue des travaux sur la rivière Moisy et sur les rivières Moisy et Nipissis afin de protéger l'habitat du saumon lors de la passe migratoire. 2 hélicoptères, dont celui impliqué dans l'accident, effectuaient un vol d'observation pour voir l'évolution du projet mené par Itum et l'Association de protection de la rivière Moisy. Urgence Environnement rapporte un écoulement d'eau de pluie contaminée à la poussière de fer dans la baie de Sept-Îles. La direction Côte-Nord du ministère de l'Environnement évalue présentement la situation. Les fortes précipitations dans la nuit de dimanche à lundi auraient causé ce déversement mineur près des installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Le Centre de contrôle en environnement de la Côte-Nord s'assure que les mesures nécessaires sont mises en place pour la sécurité et la protection de l'environnement. La pénurie d'infirmières limite les traitements au service d'hémodialyse de l'hôpital de Sept-Îles. Plusieurs malades de la région doivent se rendre à Québec, selon le syndicat des infirmières. La présidente Nathalie Savard croit que c'est un exemple qui nous démontre encore une fois que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord est ingouvernable. Elle remarque que le passage de 3 personnes à la direction des ressources humaines en 2 ans seulement prouve l'échec de la réforme Barrette. Pour Nathalie Savard, la fusion des établissements de santé du vaste territoire de Tadoussac à Blanc-Sablon en un seul centre intégré n'avait simplement pas de bon sens. La leader syndicale ajoute que le réseau de la Côte-Nord vit actuellement une grave pénurie de personnel et qu'il n'y a pas de stratégie de recrutement. Le syndicat des infirmières de l'Est du Québec constate que le vide à la direction des ressources humaines du 6 Côte-Nord a des conséquences sur les services à la population. Pour les membres du syndicat à Port-Cartier et Sept-Îles, la situation engendre une charge de travail alourdie et un taux d'absentéisme pour maladie à la hausse. Le nouveau maire élu à Port-Cartier, Alain Thibault, croit que le mécontentement des citoyens face à plusieurs décisions de la mairesse sortante, Violaine Doyle, et son manque de transparence explique les résultats de l'élection de dimanche. Alain Thibault a senti sa popularité croître lors de la campagne électorale auprès des Port-Cartois. Le nouveau maire n'a aucun problème à travailler avec le nouveau conseil qui regroupe 4 membres de l'équipe de Violaine Doyle sur les 6 conseillers. Pour moi, l'équipe, avant, ça tient plus, ça, là. Ils ont formé une équipe, se sont présentés. Je respecte ça, pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, j'ai été élu maire de la ville de Port-Cartier. Puis l'équipe, là, c'est les citoyens qui l'ont choisi, cette équipe-là. Puis pour moi, c'est de rassembler ces personnes-là. Je pense qu'on a affaire à des personnes qui sont responsables. Rappelons qu'Alain Thibault a obtenu 58% des votes à l'élection à la mairie de Port-Cartier contre 42 pour Violaine Doyle. La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a annoncé hier l'implantation d'un nouveau centre de justice de proximité. Il sera implanté en 2018 pour la Côte-Nord. Elle ne précise pas pour l'instant s'il sera à Sept-Îles ou à Bécomo. Le centre offrira des services gratuits d'information juridique, de soutien et d'orientation. Le gouvernement du Québec finance l'ouverture de 12 centres
centres de justice de proximité dans 12 régions du Québec. Ces centres contribuent à améliorer l'accessibilité à la justice, selon la ministre Stéphanie Vallée. Voilà, ça complète nos informations régionales. On s'entretient avec le président et chef de direction de l'aluminerie Alouette. On parle de l'éventuelle phase 3 et du prix de l'aluminium sur les marchés mondiaux avec Claude Boulanger dans quelques instants. Attitude. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal. Taxi! Pour un taxi, signalez Dièse Taxi sur votre téléphone mobile. C'est Dièse 8294 pour la première voiture disponible ou la compagnie de taxi de votre choix. La ligne n'est jamais occupée et le service est 24 heures partout au Canada. Prendre un taxi est plus simple que jamais. Planifiez d'avance aussi. Alors si vous buvez, ne conduisez pas. Composez le Dièse Taxi. Le Dièse 8294 sur votre cellulaire. Ce message Dièse Taxi vous a été présenté en collaboration avec Éducalcool. Des frais s'appliquent à l'utilisation au même tarif ou moindre que le 411. Chaque trousseau de clés perdu a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retourne plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci à la personne qui a trouvé les clés de mon camion et qui a téléphoné au numéro inscrit sur ma plaque porte-clés des amputés de guerre. Aujourd'hui, je les ai reçus par messagerie. L'idée est fantastique et le service hyper rapide. Les plaques porte-clés de l'association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il y a quand même un embelli certain du prix des métaux actuellement, surtout le prix de l'aluminium. On a vu 2 dossiers récemment dans des journaux nationaux, la presse, les affaires. Ça fait jaser beaucoup la situation de l'aluminium. On sait comment c'est important pour la Côte-Nord et le Québec. On va donc en parler. On se questionne souvent quand on voit des améliorations du marché comme ça, là, concernant le projet de phase 3 à l'aluminerie de Sept-Îles. Monsieur Claude Boulanger est toujours président et chef de direction. Monsieur Boulanger, bonjour. Bonjour, M. Saint-Pierre, ça va bien? Oui, ça va très bien. Monsieur Boulanger, on voit effectivement une hausse appréciable du prix de l'aluminium qui fait jaser depuis quelques jours. Ce matin, là, je vois 2173 $ US la tonne. C'est quand même pas mal plus qu'il y a 1 an et demi environ, là. C'est encourageant pour Alouette, j'imagine, ces informations-là. Ben oui, absolument. En fait, lorsqu'on regarde les prix de l'aluminium, en début d'année, on était autour de 1700 $ US la tonne. Là, vous l'avez bien dit, autour de 2200. Donc, c'est quand même là 500 $ de plus qu'en début d'année. Donc, c'est non négligeable. Et puis, en fait, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'on a de la misère à comprendre là-dedans, selon nos experts. C'est le fondamental qui soutient l'augmentation du prix. Ce qu'on entend, ce qu'on comprend, c'est surtout relié à des fermetures de production au niveau de la Chine pour des raisons environnementales. C'est important, la Chine, hein? C'est plus que la moitié de la production mondiale actuellement? Ben, en fait, la Chine produit 55% de l'aluminium mondial. Oh, c'est énorme. Donc, c'est important. Et puis, ce qu'on entend, c'est qu'il y a des fermetures pour des raisons environnementales. Ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y a des démarrages de nouvelles usines aussi en Chine, ce qui fait que le nombre de tonnes d'arrêtés versus le nombre de tonnes qui vont redémarrer, on a de la misère à comprendre ce qui se passe là. Donc les gens spéculent autour du prix et c'est ce qui fait que le prix d'aluminium a monté dans les derniers mois. Oui, c'est dur à prévoir si je comprends bien, hein. On voit pas tout le temps venir, là. Des fois, on a des actuaires qui nous disent des choses, ça se réalise pas tout le temps comme on pense. Mais en fait, rarement. on va le dire comme ça. En fait, si on n'avait jamais prévu la crise de 2008-2009, si on s'en souvient, là, où le métal avait passé de 3000 $ US la tonne à presque 1300 $ en dedans de 6 à 8 mois. Donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que pour le moment, c'est dur de voir à quel prix le marché va être soutenable. Oui. Est-ce que c'est à 2200, à 2300, à 2000, va-t-il redescendre en 2018? Pour l'instant, on ne comprend pas le fondamental. Donc, ça demeure spéculatif. En même temps, moi, j'ai toujours présumé qu'Aluminerie Alouette, là, de par ses partenaires, que notre minerai, de par notre situation géographique, allait beaucoup vers les États-Unis. Donc, la Chine nous influence un peu moins pour la production ou la vente des produits d'Alouette? En fait, M. Saint-Pierre,
clair, vous avez raison. Pratiquement tous nos produits, à 80-90%, s'en vont aux États-Unis, c'est clair. Par contre, comme le marché de l'aluminium est mondial et les prix sont mondiaux, donc oui, on a quand même l'influence de la Chine, même si nous, on exporte vers les États-Unis. Et actuellement, bon, on comprend bien la structure d'Alouette, là. Ce sont vos partenaires. C'est toujours 5 propriétaires, des gens importants dans l'industrie de l'aluminium qui sont les propriétaires et qui vont décider éventuellement là pour la phase 3. J'imagine qu'ils réfléchissent, vos partenaires, quand même, dans le contexte actuel. Absolument. En fait, nos partenaires, je pense que si on revient un petit peu à l'arrière, dans le cadre du contrat d'énergie qu'on a renouvelé il y a 2 ans, on s'est engagé à faire une étude de préfaisabilité pour une phase 3. Je sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Et puis, à ce moment-là, on se ramène là en été 2016 où notre étude a été terminée. Évidemment, le contexte de marché à ce moment-là fait qu'on a mis ça dans nos cartons. L'étude est faite, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais pour aller de l'avant avec une phase 3, il faut vraiment voir le fondamental économique de façon durable du marché de l'aluminium. Oui, pour bien la comprendre, la phase 3, là, on parle quoi? D'ajouter environ le tiers de la production. Actuellement, c'est autour de 600 000 tonnes annuellement qu'on produit à l'aluminerie à Pointe-Noire. On pourrait passer à près d'1 million, en tout cas autour de 900 000 tonnes. C'est ça, la phase 3? Absolument, absolument. C'est coûteux, j'imagine qu'on a chiffré aussi, là, parce que ça pourrait être différent, j'imagine, la phase 3. On va moderniser par la même occasion, quand même. Non, pas vraiment. C'est ça. En fait, là, je vais reprendre vos paroles. En fait, nous, dans les phases 1 et 2 actuellement, là, on modernise toujours. Oui. Donc, bon an, mal an, on investit grosso modo 30 millions de dollars par année pour maintenir nos actifs en bon état. Donc, moi, j'appelle ça un petit peu ce que je veux dire, c'est qu'on veut que les phases 1 et 2 ou l'usine ou l'entreprise Alouette vieillisse bien. Parce que vous savez, une aluminerie, c'est pas là pour 10 ans. C'est là pour des décennies. Donc, on veut vraiment maintenir ce qu'on a déjà. C'est quand même 600 000 tonnes de métal, c'est pas rien. C'est quand même gros. Une grosse entreprise. On entend beaucoup parler d'industrie 4.0, de robotisation. Chez Alouette, est-ce qu'il faut comprendre que c'est commencé ou ça pourrait être dans la phase 3? Je vous dirais qu'au niveau de la robotisation, de l'automatisation, on a toujours été chez Alouette automatisé. Hein? D'ores et déjà, lorsqu'on a construit la phase 1, la phase 2, on avait des ponts roulants qui sont capables d'opérer, là, qui doivent être évidemment supervisés par des opérateurs, mais qui sont totalement automatique. Et puis, on voit que pour les années futures, on va travailler beaucoup sur l'automatisation ou l'automation. La phase 3, pour revenir sur la phase 3, M. Boulanger, là, Rio Tinto Alcan, qui a les 2 tiers des parts d'aluminerie Alouette, j'imagine, va être important dans la décision. Est-ce que notre projet est compétitif? Parce que il y en a d'autres projets d'expansion, j'imagine, dans le monde. Rio Tinto sont un peu partout quand même. Je vais juste revenir sur les chiffres que vous avez mentionnés. Rio Tinto est actionnaire à 40% ici chez Alouette. Oui. Donc, je vais répéter peut-être les actionnaires. On a Rio Tinto 40%, on a Hydro Aluminium 20%, on a EMAG d'Autriche 20%, on a Marubeni, les Japonais 13,33% et Investissement Québec ou Albeco 6,76%. Donc, on a 5 partenaires. Et donc, le projet de phase 3, c'est ces 5 partenaires-là ensemble qui vont prendre une décision à un moment donné. Ils se rencontrent de temps en temps, quoi? Ils se rencontrent, je vous dirais, au moins 4 fois par année. C'est un projet majeur, là. On parle de plusieurs millions, la phase 3 d'Alouette. On parle de plusieurs milliards. Et est-ce qu'elle est compétitive avec d'autres projets au Québec ou ailleurs dans le monde pour l'expansion des alumineries quand même? Pour moi, c'est difficile parce que présentement, là, dans le monde, le dernier projet, là, grosse aluminerie qui a été construite, c'était Kitimat. Okay? Puis présentement, dans le monde, il y en a. Ce que j'entends, c'est qu'au Vietnam, ils sont en train de partir une usine ou de construire une usine. Mais pour le reste, là, des nouveaux projets dans le monde, au niveau de l'aluminium, là, il n'y en a pas. OK. Ben, est-ce que maintenant, avec un prix de métal à 2500 $, 2300 $, il pourrait en avoir plus, peut-être. Mais aujourd'hui, là, depuis les dernières années, là, le dernier projet de construction de l'aluminerie au Canada, ça a été Kitimat. Donc, il y a encore beaucoup d'inconnus quand même, de cartes qui devront se mettre en place là pour avant d'une annonce de la phase 3. Vous, est-ce que vous êtes confiant? On y travaille quand même, M. Boulanger. C'est dans vos plans, là? Je vous dirais que c'est dans nos cartons. Okay? Est-ce qu'on y travaille activement? Je vous dirais, on regarde plus l'évolution du marché avant de reprendre nos études et puis de voir ce qu'on fait, vers où on s'en va. Mais présentement, ce qu'il faut avant tout, c'est d'avoir une vision claire sur ce qui
s'en vient sur le marché de l'aluminium. Et il n'y a pas d'échéancier autour de ça non plus. On se donne quelques mois pour voir si le prix va se maintenir sur les marchés finalement. Moi, je vous dirais que j'irais plus en année qu'en mois, honnêtement. En attendant, Alouette est toujours là, représente toujours près d'1 millier d'emplois chez nous à Sept-Îles et est toujours très impliqué dans son milieu. Je voyais que le président et chef de direction s'implique entre autres au niveau de l'opération Nez Rouge. C'est une nouveauté pour Sept-Îles, c'est le fun d'être le premier président d'honneur d'un événement comme ça. Oui, c'est le fun. Je sais pas, c'est le fun d'être le premier président, oui, premier président d'honneur, mais c'est surtout le fun d'utiliser cette cause-là, dans le fond, pour accompagner les gens, pour s'assurer, dans le fond, qu'on sauve des vies. Ben oui. Hein, c'est ça qui est le fun. Puis on a toujours, ce que je disais hier à la conférence de presse, tout le monde est parrain aussi. Était parrain, tout le monde a eu des ados. Les ados, ça quitte, ça va dans les bars. Puis se demande toujours comment ils vont revenir. Pas parce qu'on a peur qu'ils soient en boisson, mais par qui ils vont être accompagnés. Est-ce qu'il peut y avoir un accident sur la route pour quelqu'un qui est en boisson? Donc pour moi, Opération Nez Rouge permet, entre guillemets, de possiblement sauver des vies. Oui, puis même pour les adultes bien pensants comme nous, c'est la période des parties de bureau qui s'en vient. Là. Il y en a chez Alouette, il y en a dans toutes les entreprises de cette île. C'est là que ça va être utile, Nez Rouge, chez nous. Absolument, puis je trouve que c'est une cause qui fait qui nous rend plus responsables en tant que société. Eh bien, Monsieur Claude Boulanger, je rappelle que vous êtes président et chef de direction chez Aluminerie Alouette à Sept-Îles. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à la radio aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Vous avez un surplus de poids? La Clinique Horizon Santé de Port-Cartier est à la recherche d'une centaine de volontaires qui désirent bouger plus et s'alimenter mieux. Vous aurez accès à des conférences, un suivi individualisé et à des activités de groupe. Vous êtes intéressé? Venez nous rencontrer mercredi le 8 novembre à 19h30 à l'Agora du Centre éducatif L'Abri. Vous pourrez vous inscrire sur place. En plus, c'est gratuit. Pour plus d'informations, téléphonez à Reine Gauthier à la Clinique Horizon Santé au 88 766 46 43. Au plaisir de bouger ensemble. Vous voulez vous démarquer pour vos parties des fêtes? Restaurant Le Fin Renard. Vous recherchez un endroit qui se démarque par son originalité, sa convivialité? Restaurant Le Fin Renard. Ne cherchez plus et réservez votre place maintenant au restaurant Le Fin Renard, situé dans l'Hôtel Gouverneur. Contactez Dave au 962-3330, 962-3330. Restaurant Le Fin Renard. Durant l'événement Liquidation Totale, Olivier Chrysler vous offre les plus grosses réductions de l'année. Obtenez jusqu'à 30% de rabais sur le PDSF de la Dodge Grande Caravan 2017, soit près de 15 000 $ de réduction. Ou optez pour le Ram 1500 2017 et profitez d'une réduction jusqu'à 25% sur le PDSF, pour un total de 17 600 $ en rabais. Passez vite nous voir chez Olivier Chrysler pour les détails. 119 Monseigneur-Blanche, à Sept-Îles. Olivier Chrysler. Côte-Nord. Attitude. Il y a beaucoup été question de la Côte-Nord en commission parlementaire sur l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale vendredi. Les deux députés de notre région ont interpellé le ministre Pierre Arcan concernant le plan Nord, entre autres, et les retombées dans la région. Lorraine Richard est avec nous pour nous en parler. Elle est toujours députée de Duplessis. Bonjour, Madame Richard. Bonjour. Madame Richard, on a quand même abordé pas mal de dossiers là, dans cette commission-là. Expliquez-nous d'abord le contexte. Là. Comment ça fonctionne, les commissions parlementaires? Ce sont les députés qui interpellent les ministres, si je comprends bien? Oui, mais on discute avec notre leader parlementaire parce que ça fait partie de tous les travaux parlementaires. Donc, nous, ça faisait déjà un bon bout de temps qu'on voulait interpeller le ministre responsable de la Côte-Nord, mon collègue Martin Ouellette et moi. Et les interpellations, la plupart du temps, se font le vendredi à l'Assemblée nationale quand ça siège pas au Salon Bleu. Parce que l'interpellation, justement, se fait au Salon Bleu. Donc, c'est des députés qui interpellent un ministre pour... on choisit le sujet et nous, on avait choisi justement le sujet des problématiques que nous vivons sur la Côte-Nord et l'abandon du gouvernement face à ce qui se passe chez nous. Ça a donné un véritable bilan, finalement, de l'intervention gouvernementale dans notre région. Ça vous a permis vraiment de rappeler l'échec de Ferro-Québec pour Port-Cartier, par exemple, que le prolongement de la route 138 n'a pas beaucoup progressé avec le gouvernement de Couillard. C'est vraiment un bilan, finalement. Mais c'est
Écoute, c'était beaucoup aussi. Le but qu'on veut atteindre, c'est toujours d'avoir des réponses à nos questions. On n'en a pas eu beaucoup. On est quand même régi par le temps. C'est 2 heures. Eux aussi, vous avez vu, si vous avez écouté, que les députés du gouvernement posent pas nécessairement des questions. Ils font un bilan positif de leur propre gouvernement. Je vous dirais qu'il y a des dossiers que je voulais aborder. J'avais questionné la ministre de l'Environnement la semaine dernière en chambre. Tout le dossier de Rivière-Saint-Jean, j'ai pas été capable de l'aborder avec le ministre. Il a quand même réussi à toucher un mot parce que c'était dans l'actualité en disant qu'il devrait avoir des solutions dès le printemps. Il y a beaucoup d'autres dossiers qu'on n'a pas été capable de parler. Toutes les taxes de Pointe-Noire, là, avec la ville de Sept-Îles, ça faisait partie des choses que je voulais emmener. Malheureusement, le temps alloué, là, il est pas infini. Oui, souvent c'est des choses sur lesquelles le gouvernement le contrôle. On pense au dossier là qui est maintenant rendu avec l'association des producteurs de bleuets pour avoir de la transformation sur la Côte-Nord. C'était comme des règles dans un ministère. On n'est pas capable de régler ça, quoi. Ah, écoutez, le dossier des bleuets, là, c'est vraiment un dossier pour moi. Je trouve ça inacceptable, la façon dont le gouvernement laisse aller ce dossier-là. Je suis intervenue, je vous dirais, auprès de énormément de ministres, auprès de la Société du Plan Nord. Et ce qui me fâche un petit peu, c'est que dans le Plan Nord, on le dit que la priorité sera le développement des petits fruits. La filière du bleuet sur la Côte-Nord, ça peut être porteur, c'est de la création d'emplois. On avait déjà un producteur de bleuets qui voulait agrandir une bleuetière. On a des problèmes au niveau de différents ministères, entre autres avec la Société du Plan Nord et le ministère de la Forêt, des Faunes et des Parcs, parce que celui-ci, ça coûte très très cher, c'est 3 fois plus élevé que pour un industriel, juste pour déboiser le terrain, là. Fait qu'on se dit, ça n'a pas de bon sens, là. J'ai rencontré récemment les gens, les producteurs de bleuets de la Côte-Nord. Ils ont des pistes de solutions qu'ils voudraient emmener. Ça fait plusieurs fois qu'eux-mêmes interpellent le ministre Lessard. Ça fait 3 semaines que j'ai eu une discussion avec le ministre Lessard au sujet des bleuetières sur la Côte-Nord pour lui demander une rencontre. C'est extrêmement difficile. On voit que c'est pas un dossier qui semble les intéresser et ça me déçoit énormément, là. Oui. Un autre dossier qui a pas cheminé rapidement, en tout cas que le gouvernement semble pas avoir saisi le message pourtant unanime sur la Côte-Nord, c'est celui du chantier Romaine. Là, on arrive à la fin, hein. On a inauguré récemment la 3e centrale. Il en reste une. Il reste encore quelques travaux. Mais pour ce qui est des retombées sur la Côte-Nord, on n'a pas réussi à maximiser, si je comprends bien. Hein? Vous avez répété le message au ministre ce vendredi. Oui, je lui ai répété parce que j'étais à l'inauguration de Romaine 3 et je vous avoue que quand j'ai entendu le premier ministre parler de retombées économiques de près de 1 milliard dans la région, je me suis dit, écoutez, on voit pas les choses de la même façon, on fait pas le même calcul. Je sais pas s'il comptait toutes les redevances pour les MRC, s'il comptait les négociations qu'ils ont eues avec les Autochtones, puis ça chiffrait à ça. Parce que le reste, écoutez, notre main-d'œuvre n'a pas réussi à obtenir sa part du gâteau. Vous savez que tout le dossier de la main-d'œuvre, comme on a eu des réunions pour que notre monde puisse avoir accès au chantier Romaine, il commence à peine à avoir des comités qui semblent fonctionner. Mais déjà, le plus gros du travail est fait. Et moi, ce que je dis au ministre Arcan, c'est, écoutez, moi, je connais pas d'entrepreneurs, je connais pas de petites PME qui ont réussi à faire croître leur chiffre d'affaires avec le projet Romaine, là. À 1 an de l'élection, il y a eu quand même un important remaniement ministériel. Pierre Arcan demeuré ministre responsable de la Côte-Nord, mais il a changé quand même de ministère. Il est plus aux ressources naturelles, il est plus responsable du Plan Nord non plus. Est-ce que c'est un changement de fonction? Avoir un président du Conseil du Trésor pour la région, il y a plus le contrôle sur l'argent. Est-ce que ça peut être positif? Écoutez, c'est ce que je lui ai dit à la blague. Je lui ai dit, Pierre, je te vois dire, c'est vrai que tu viens souvent dans la région, mais est-ce qu'on est écouté auprès de tes collègues et auprès du premier ministre? La réponse, c'est non. Peut-être qu'en étant au Conseil du Trésor, tu pourras débloquer certains fonds. Ce sera à suivre. Mais moi, je pense que au-delà des personnes qui sont ministres, il y a tout un abandon, mais ça fait partie de tout le gouvernement libéral. Moi, je peux bien avoir écouté une bonne écoute de la part de Pierre Arcan, mais quand ça arrive le temps de livrer la marchandise, de passer les commandes au Conseil des ministres ou de passer les commandes auprès de ses collègues, malheureusement, moi, j'ai pas de résultats. Le fait qu'il soit au Conseil du Trésor, qu'il puisse décaisser des choses, est-ce qu'on aura des résultats? Après bientôt 4 ans l'année prochaine, là, vous me permettrez d'en douter, là. Le dossier prioritaire, ça reste la route 131
138, il y a eu des changements pour plusieurs postes aux élections municipales d'hier, mais je suis à peu près sûr que le prolongement de la route 138, l'éventuel pont sur le Saguenay, ça va rester les deux priorités. C'est au nouveau ministre des Transports. On lui donne sa chance de prendre connaissance de nos dossiers, le ministre des Transports? Oui, je l'ai vu récemment, lui aussi, pour lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions, puis il m'a dit sûrement qu'on aura à se glaser toutes les deux. On lui laisse sa chance, mais vous savez que la plupart du temps, c'est le premier ministre qui décide. Le premier ministre a fait beaucoup de promesses antérieurement par rapport à tout le prolongement de la 138. Jusqu'à ce jour, moi, j'ai rien vu de concret, à part que les ratés de Pacatane, qu'on a amplement parlé. On se demandait encore récemment au printemps si on payait pas 2 fois pour les mêmes études. Il semble y avoir de la volonté. On dirait qu'on la sent un petit peu plus à la veille des élections, mais par rapport à tout ce qui a été dit sur la 138, vous savez, moi, je me fie aux choses, justement, on le dit, quand l'argent est décaissé. Et malheureusement, il n'y a aucune somme au budget de décaisser pour l'instant, au moment où je vous parle, pour la 138. On nous dit qu'il y aura des sommes, 20 millions pour des études, ça vient du plan Nord. Mais dans le budget du gouvernement à Québec, aucune somme pour la 138. En terminant, les élections municipales ont amené, un vent de changement du côté de Port-Cartier, de la continuité du côté de Sept-Îles, la réaction de la députée, parce que c'est quand même important, les contacts, là, les relations avec les maires, les élus municipaux dans une région, dans un comté comme Duplessis. Ils avaient en plus 2 personnes qui étaient proches sur l'exécutif du Parti québécois de Duplessis qui étaient dans cette campagne du côté de Sept-Îles. Quelle est votre réaction aux résultats d'hier, là? Bien, tout d'abord, écoutez, je félicite toutes les personnes qui ont participé aux campagnes, qu'ils soient candidats ou qu'ils soient bénévoles. Et merci à toutes les personnes aussi qui ont pris la peine d'aller voter, parce que c'est important, c'est la démocratie. Moi, je travaille avec les personnes qui ont été élues par la population. Vous savez, je fais pas de distinction, moi, quand je traite un dossier, si la personne a les Québec solidaire, caquiste ou libéral. Je pense que quand on est élu, oui, souvent sur une bannière ou pour nos idées, mais après, on a tous un devoir, une responsabilité, c'est de travailler ensemble. Et moi, c'est ce que je vais faire avec les personnes nouvellement élues, là. Eh bien, Lorraine Richard, députée de Duplessis, un gros merci d'avoir pris du temps pour nous en entrevue. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Les invités de nos émissions sont accueillis dans le salon VIP Resto Bar L'Ambiance. Le Resto Bar L'Ambiance, l'endroit idéal pour bien manger dans une ambiance décontractée. Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 88 962 2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Elle a mon sourire. Elle a les taches de rousseur de son père. Elle a mes petites manies. Cette manière de se masser la nuque quand quelque chose la tracasse. Elle a ses magnifiques yeux bleus si pâles. Elle a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus et trouvez les points de retour à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Mercredi le 8 novembre à 19h30, le Café Théâtre Graffiti reçoit le concert Faune et Naïade des Jeunesses musicales du Canada avec le duo Palladium, composé de Ariane Brisson à la flûte traversière et Olivier Hébert-Bouchard au piano. Plongé dans un monde fait de légendes où les figures mythiques de l'Antiquité et de la littérature prennent vie. Ariane Brisson et Olivier Hébert-Bouchard interprètent des œuvres de Debussy, Vivier et Bartók dans une animation originale où les mots ont autant leur place que les notes. Une collaboration du Conseil québécois de la musique. Billetterie pour ce concert au 766-0101. Attitude.
Alors, je me suis entretenu un peu plus tôt ce matin avec la directrice générale du comité ZIP Côte-Nord du Golfe, Sarah-Émilie Hébert-Marcoux, concernant un beau partenariat là entre le comité et des étudiants du Cégep de Sept-Îles. Ça fait partie du programme communautaire de surveillance aquatique, le PCSA, qui sert là à faire un suivi biologique de la baie de Sept-Îles. Il y a différents plans d'eau là qui peuvent être observés, mais comme elle l'expliquera, on a dû se concentrer sur la baie de Sept-Îles. Donc, je vous présente cette entrevue avec Sarah-Émilie Hébert-Marcoux que j'ai enregistrée un peu plus tôt ce matin. Sarah-Émilie, un beau projet là, de collaboration entre les étudiants du Cégep de Sept-Îles et le comité ZIP Côte-Nord. Premièrement, peut-être expliquer c'est quoi le fameux projet de suivi biologique de la baie de Sept-Îles? Ben, premièrement, bonjour. Ben, salut. Et puis, bon, alors, le programme de suivi de la baie, en fait, c'est un grand programme qui a été monté en 2011, qui s'appelle Programme communautaire de surveillance aquatique, qui est basé sur un protocole développé par Pêche Océan dans la région de l'Atlantique. Notre chargé de projet de l'époque, Julie Berthaud, l'a adapté pour notre territoire de la Côte-Nord pour, en fait, appliquer ce protocole-là dans 6 rivières ou estuaires de cette rivière et de la Mingani. Mm-hmm. Donc, l'idée, en fait, l'esprit du projet, c'est à la fois d'aller collecter des données biologiques, en fait, sur les communautés poissons crustacés de ces sites-là, mais aussi de sensibiliser des jeunes bénévoles, adolescents de 12 à 17 ans, à la structure de ces communautés-là, mais aussi au métier de biologiste marin. Parce que on le sait, là, quand on veut faire des suivis comme ça de la récolte de données, ça prend des gens sur le terrain. Parfois, les organismes qui travaillent dans ces dossiers-là ont du personnel assez limité. De là vient la collaboration avec les gens du Cégep de Sept-Îles et les étudiants en sciences de la nature. Oui, entre autres, mais en fait, ce qui est bien avec ce protocole-là de PCSA, de son surnom, c'est autant une façon de prendre l'information sur un cours d'eau, en fait sur la communauté de poissons d'un cours d'eau, que de sensibiliser ou montrer la méthode à des jeunes bénévoles. Donc, il y a quand même une visée pédagogique dans ce projet-là. Okay. Et même, malheureusement, le projet, après 5 ans d'existence, 5 ans de saison d'échantillonnage, je n'ai pas réussi à le refaire financer, ce qui fait qu'il est un peu tombé dans l'abîme. Mais, comme on garde notre savoir-faire et on garde notre matériel, on a réussi à faire des activités ponctuelles sur notre site qui est le plus proche, qui est la baie de Sept-Îles. Okay. En plus, fait intéressant, c'était notre site dont la diversité biologique était la plus grande. Quand on compile nos données là, de façon annuelle, on se rendait compte que la baie de Sept-Îles, c'est là où on retrouvait souvent le plus grand nombre d'espèces différentes. Ça doit être intéressant de travailler avec des jeunes comme ça au cégep qui, sont probablement animés par une fougue là, du début d'un choix de carrière et ils doivent avoir les yeux grands là, quand ils font ces exercices-là sur le terrain avec vous autres. Ben, il y a de tout. OK. Oui, il y a beaucoup d'émerveillement. On s'aperçoit que ça fait 2 ans qu'on fait cet exercice-là, ce laboratoire-là. Oui, la réponse est très bonne. Les jeunes sont enthousiastes. Puis en plus, à chaque fois, on a été chanceux. On a eu une météo clémente qui a vraiment aidé là, à l'activité. Et puis, c'est ça, c'est que ce groupe-là, en sciences, est composé de jeunes en sciences de la nature, mais aussi de jeunes qui font d'autres types de parcours scientifiques, si on veut, dont sciences infirmières. Alors pour eux, c'est champ gauche, là, aller dans la baie, puis aller chercher des poissons, là, c'est complètement à côté. Mais on voit quand même qu'il y a un enthousiasme, une certaine curiosité. C'est quand même passionnant. Là, on s'en va se pitcher dans l'eau avec des bottes de pantalon, avec un filet, on tire ça, puis des surprises ou pas. Et là, on parlait là, du financement de ce fameux programme communautaire de surveillance aquatique. Le financement est plus difficile, mais est-ce qu'on a une idée pour la suite des choses avec ce programme-là? Ben, comme, en fait, disons, le modèle réduit là, du projet, là, qui est l'intégration dans en fait, l'application du protocole dans le cadre d'un cours,
c'est assez peu cher comme frais pour nous, justement, parce qu'on a le matériel et le savoir-faire. Mais ça, je peux comme le faire vivoter, le faire à chaque année parce que c'est assez peu de frais pour moi. OK. Ce qui engageait beaucoup de frais, en fait, c'était les déplacements, puis le fait de faire 6 sites à chaque mois durant l'été. Après ça, oui, je veux le refaire financer, mais peut-être que je devrais adapter ma stratégie. Puis comme au comité ZIP, on a d'autres projets en branle, mais des fois, il faut un peu que je choisisse, je fasse des choix. Ouais, c'est ça. C'est parfois difficile, mais c'est pas parce qu'on n'y est pas retourné dans les dernières années qu'on ne retournera pas plus tard, parce que c'est un projet passionnant qui puis qui attire aussi. C'est un projet qu'on peut dire un peu charismatique, justement. On va chercher des bénévoles, on va chercher des jeunes, on va chercher aussi des organismes, des poissons, on leur montre. On est capable d'adapter aussi pour les plus petits puis de faire un modèle cuvette marine. Et puis là, le biologiste va présenter des espèces. Chez les crustacés, il va être capable de présenter une partie de l'anatomie, de différencier mâle-femelle. Et ça, c'est intéressant. Ça pique la curiosité, qu'on récolte de la donnée ou pas. Et il y a toujours une belle collaboration avec le Cégep de Sept-Îles. Ils sont toujours bien partants là, pour aider dans des projets comme ça. Donc, on peut s'attendre à ce que ça soit un projet une collaboration qui perdure. Si on parle plus spécifiquement du partenariat avec le Cégep, donc ça a commencé en 2016. On a fait notre premier test, notre test de pilote de cet essai-là. On s'est rendu compte que ça fonctionnait. Et maintenant, en fait, le protocole PCSA dans la baie de Sept-Îles est intégré au premier cours de biologie et devient son laboratoire sur le terrain. Par le passé, la professeure m'expliquait Andréane Lachance m'expliquait qu'elle allait chercher des organismes pour monter une cuvette marine au Cégep. Mais cette cuvette marine-là, en fait, la récolte d'espèces pour la cuvette marine n'impliquait pas les jeunes. Ils voyaient les organismes dans la cuvette, mais c'est des plongeurs professionnels qui vont les chercher. Alors que là, nous, comme le projet est monté pour aller chercher des bénévoles qui n'ont pas d'expérience en biologie, mais c'est parfait, ça leur fait la première expérience dans le cadre d'un cours de bio et qui aussi qui applique des méthodes de sciences biologiques. Donc c'était on va pas le dire en anglais. Là, tu peux le dire en anglais, il n'y a pas de problème. C'était un match made in heaven. Donc une belle collaboration, un match parfait, là. Oui, c'est ça qui va couper au montage. Non, on va le laisser, ça veut tout dire. Les gens vont très bien comprendre. Donc, on va souhaiter que ce partenariat-là puisse bien servir autant aux gens du comité ZIP Côte-Nord dans leur récolte de données qu'aux étudiants en sciences de la nature là, au Cégep de Sept-Îles qui pourront avoir une expérience assez particulière là, directement sur le terrain. Donc, on voit là qu'il y a encore une très belle collaboration entre deux organismes ici à Sept-Îles. Oui, c'est ça. C'est un partenariat qui allait presque de soi. Puis nous, on a des bénévoles. On peut continuer de prendre un peu de données sur notre écosystème de la baie de Sept-Îles. Puis en même temps, ça leur fait une expérience très, très, très concrète du métier de biologiste et des méthodes aussi. Puis surtout, ils peuvent voir des espèces vivantes. Pour certains, c'est la première fois qu'ils vont voir des poissons, certains poissons là, qui pêcheront jamais là, autrement que par filet. Alors ça, c'est... quelle expérience! Mais autant pour les étudiants que pour l'organisme, le comité ZIP, là, c'est extraordinaire comme partenariat. C'est du gagnant-gagnant pour les deux. Sarah-Émilie Hébert-Marcoux, directrice générale du comité ZIP Côte-Nord du Golfe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Donc, je tiens à mentionner, je m'excuse pour la qualité de cette entrevue. Rien à enlever aux propos de Sarah-Émilie qui était excellente comme à l'habitude. Mais c'est mon nouveau système du côté de Nous TV que j'étais en train de tester. Et je pense que j'aurai quelques petits réglages à faire supplémentaires pour améliorer le produit. J'espère que l'information, vous aurez compris quand même l'information et ce beau partenariat entre le comité ZIP Côte-Nord du Golfe et le Cégep de Sept-Îles. Mais je tiens à m'excuser pour la qualité sonore de cette entrevue. Courte pause et on poursuit tout de suite après avec la chronique Assurance avec Guy Duchesne. Côte-Nord.
Attitude. Pure FM 94.1. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Pa? Quoi? Je peux-tu t'emprunter l'auto? Ben oui. Puis, pa... T'aurais-tu 20 piastres? Tiens, y a autre chose, là? Ben... Je suis gay. Ouais! Super! Parce que c'est pas toujours aussi facile, Gay écoute. 1-888-505-1010 ou gayécoute.org. Parlez. Ça fait du bien. Cette année, c'est au Carrefour Labbé du 391 rue Brochu, dans la grande salle de réception, que l'on se fait vacciner pour rester loin de la grippe. La clinique de vaccination débutera le mardi 7 novembre jusqu'au vendredi 10 novembre de 13h à 20h et le samedi 11 novembre de 8h à 15h. Donc, ce n'est pas compliqué. Cette année, pour éviter la grippe saisonnière, il faut se rendre au Carrefour Labbé du 391 rue Brochu, dans la salle de réception, du mardi 7 jusqu'au vendredi 10 novembre de 13h à 20h et le samedi 11 novembre de 8h à 15h. Ah, ils m'ont pas parlé de la douleur? Qu'est-ce qu'ils vont dire au bureau? Non, je vais rien dire au bureau. Seulement à Marie et aux enfants. Mais pas maintenant, là. Je leur dirai plus tard. Apprendre qu'on a un cancer, c'est un coup dur. Pour nous, comme pour nos proches. La Société canadienne du cancer s'engage à répondre à vos questions sur le cancer, à vous offrir un soutien affectif, matériel et financier. Communiquez avec un de nos spécialistes. 1-888-939-3333 ou cancer.ca. Société canadienne du cancer. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à cette île, au 493C Avenue Brochu, 88-962-6916. Plusieurs petits sujets aujourd'hui à notre chronique assurance. On va parler entre autres des prêts, des assurances vie sur nos prêts avec les institutions financières. Notre expert Guy Duchesne est avec nous. Bonjour Guy. Allô Jean. Guy, effectivement, quand on va à la caisse dans une institution financière, on fait un prêt hypothécaire, même aux entreprises, c'est la même chose. On nous offre automatiquement des assurances, mais il y a peut-être d'autres options dans le marché. Effectivement, Jean, je voulais parler de ce sujet-là aujourd'hui. Premièrement, je fais quand même une parenthèse. Personnellement, Guy Duchesne ne possède pas les permis pour vendre de l'assurance vie, mais Accès Conseil ont des professionnels qui peuvent vous offrir tout ça. Donc, je voulais quand même en parler aujourd'hui, mais je voulais faire la petite parenthèse. Donc, lorsqu'on achète notre maison ou en entreprise, où on finance des nouveaux équipements, ou on achète un bâtiment, ou on acquiert une nouvelle entreprise, avec le prêt vient une assurance vie souvent. On nous l'offre en tout cas, et souvent elle est fortement suggérée. Une autre option à ça, c'est de refuser cette assurance vie-là, mais d'en prendre une individuelle. Donc, si on prend le cas plus simple d'une maison, au lieu de prendre l'assurance vie avec le prêt, vous prenez une assurance vie qui va combler vos besoins, qui va combler au moins le prêt, et cette assurance vie-là devient à vous. Elle n'appartient pas à l'institution financière, mais elle vous appartient à vous. De sorte que le solde d'assurance, si on dit qu'on prend 250 000 d'assurance pour couvrir le paiement de l'hypothèque, ben ce 250 000-là, il diminue pas. Si on prend l'assurance vie avec l'institution bancaire, le montant d'assurance suit le solde de l'hypothèque. Donc, au fur et à mesure des années, lorsque votre solde d'hypothèque diminue, ben, le montant d'assurance diminue avec, et lorsqu'on arrive à la fin, que l'hypothèque a été payée, ben, il n'y a plus d'assurance vie. L'assurance vie s'achève, se termine avec le prêt. Tandis que si on prend une assurance vie à part, à nous, individuelle, ben on conserve cette assurance vie-là qui peut nous servir pour d'autres besoins, pour nos enfants ou une succession ou quoi que ce soit, payer de l'impôt, par exemple, au décès. Oui, donc, on a vraiment avantage à prendre une assurance vie à part pour, comme j'expliquais, garder le montant d'assurance. Deuxièmement, en temps normal, elle est beaucoup moins chère que de prendre l'assurance vie directement sur le prêt. Dans la plupart des cas de clients qu'on a référés pour ça, ils avaient une belle économie sur l'assurance, oui. en plus de pouvoir la conserver. Et en même temps, on fait appel à des spécialistes de l'assurance.
et non pas avec notre institution financière qui doit de toute façon se tourner vers des courtiers ou des gens dans le domaine de l'assurance dans ces cas-là, hein? Ben, ils ont des ententes effectivement avec des compagnies pour assurer les prêts, mais il n'y a pas d'analyse de nos besoins parce qu'on achète une maison, on a un besoin d'assurance vie pour couvrir le solde du prêt, mais souvent si on achète une maison, on a une conjointe, un conjoint, on a des enfants, donc advenant le décès, il n'y a pas juste le remboursement du prêt, il faut que notre famille continue à avoir son train de vie et être capable de pallier aux dépenses qui vont survenir, l'étude des enfants, etc. Oui. Donc, on a un besoin d'assurance vie qui est possiblement plus élevé que seulement le solde du prêt hypothécaire, de sorte que c'est super important de bien se faire conseiller. Dans le cas de l'achat d'une maison, ça protège notre assurabilité. Donc, si présentement on achète une maison, mais qu'on n'a pas vraiment, on est célibataire, on achète une maison, on n'a pas de succession, on n'a pas d'enfants à charge ou de conjoint, mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans, on n'en aura pas. Donc, si on prend une assurance vie à notre nom personnel aujourd'hui, au moins on protège notre assurabilité. S'il nous arrive une maladie, puis on en voit beaucoup, des cancers, des cas de cancer, on en voit tellement. Donc, si nous arrive un cancer dans 2-3 ans, au moins notre assurabilité va être protégée et cette assurance-là se renforce. Et dans le cas d'une maison, on a toujours déjà une assurance pour se protéger, feu, vol et autres. Ça peut être pairé ensemble, quoi? On peut éventuellement faire affaire avec la même compagnie, au moins? Non, Jean, on peut faire affaire avec le même endroit, comme Accès Conseil offre tous les services d'assurance, que ce soit l'assurance de dommages pour couvrir la maison, pour le feu, le vol, dégâts d'eau, etc. Et l'assurance vie également, donc on peut également faire l'assurance vie, mais ça va être des compagnies séparées et c'est des conseillers également séparés. Chaque spécialité on doit avoir un certificat auprès de l'autorité des marchés financiers pour chaque spécialité d'assurance. Oui, par habitude, encore au Québec, je pense que l'assurance vie, c'est encore toutes des courtiers ou des compagnies différentes, hein? Ça fonctionne pas nécessairement avec l'auto et l'habitation, hein? Non, ça fonctionne. Non, c'est vraiment séparé. C'est deux domaines différents. Comme je vous dis, on l'offre tous les services nécessaires. Vous pouvez l'obtenir chez nous, mais par l'entremise de courtiers différents. Et quand on parle de prêts ou d'assurance vie sur des prêts, c'est la même chose pour les prêts aux entreprises, aux entrepreneurs, donc? C'est le même principe, Jean. C'est que puis souvent en entreprise, on n'y pense pas, mais on finance des équipements, des équipements entrepreneurs, des loaders, des niveleuses, etc., les bâtiments, et souvent on n'y pense pas de prendre l'assurance vie à part. Et là, je m'embarquais pas là-dedans parce que, comme je disais, ce n'est pas ma spécialité, mais il y a des avantages fiscaux également à pouvoir le faire. Il y a des primes qui peuvent être déductibles pour l'entreprise. Donc, il y a une panoplie d'avantages fiscaux à vérifier, à prendre une assurance vie à part et non sur le prêt. Oui, on le voit, c'est un domaine très complexe, les assurances, quand même. Hein? Dans une grosse firme comme Accès Conseil, votre bureau à Sept-Îles, et puis avec vos réseaux aussi, là, vous avez toujours accès aux bons spécialistes, finalement, dépendant du domaine de l'assurance. Hein? C'est toujours complexe. Effectivement, il faut prendre le temps de s'asseoir avec un spécialiste puis de faire une bonne analyse de nos besoins. C'est notre rôle. C'est pour ça qu'on est en affaires, donc bien conseiller nos gens. Guy Duchesne, on s'est gardé quelques minutes pour parler des parties des fêtes. En termes de couverture d'assurance, il peut se passer tellement plein de choses dans des parties de bureau là, dans le temps des fêtes. Il faut se protéger. Il faut que le bâtiment dans lequel a lieu l'événement s'assurer qu'il est bien couvert, qu'il y a des bonnes assurances. Hein? Bien, effectivement, c'est qu'on a eu une situation particulière hier qui n'arrive pas tous les jours. Je me suis dit que ça serait bon de le préciser. On a un client qui, pour le party de Noël, décide de louer un chalet d'une très grande valeur pour accueillir tous ses employés. Ils ont le chalet pour une journée complète, incluant la nuit. Donc, tout le monde dort là. Puis, il y a un traiteur qui vient sur les lieux, etc. Mais dans la police, qui est un entrepreneur en construction, nous n'avions pas la responsabilité nécessaire pour couvrir les dommages qui pourraient être, par exemple, une perte totale d'un feu qui serait mis dans le chalet lors du party. Les montants d'assurance n'étaient pas suffisants. Donc, ça m'a amené à dire ce matin, il faudra peut-être en parler. Lorsqu'on fait des événements spéciaux pour nos employés, lors d'un party de Noël, assurez-vous que vos protections d'assurance soient adéquates. Si vous faites de quoi vraiment de spécial, qu'on ne fait pas régulièrement, prenez le temps d'aviser votre courtier d'assurance afin qu'il note comme il faut le dossier auprès de l'assureur. Même chose également avec notre responsabilité. On parle beaucoup d'alcool au volant. Offrons des services de raccompagnement. Faisons attention à nos employés qui pourraient partir en état d'ébriété. Donc, on a une responsabilité quand même en tant qu'employeur que nos employés aient une belle soirée et un retour à la maison en toute sécurité. Oui, pour Sept-Îles-Port-Cartier, le service d'opération Nez Rouge sera disponible pour une première année à partir du 1er décembre. On parle donc des événements, des parties des fêtes, mais c'est applicable pour tout genre d'événements organisés par une entreprise.
d'avoir une bonne couverture d'assurance. Ben effectivement, mais c'est cet exemple-là, mais comme je vous disais, nous est arrivé hier de la part d'un client. Je trouvais que c'est dans le temps des fêtes, c'est des occasions qu'on peut plus le voir, que les employeurs vont organiser une activité spéciale pour remercier leurs employés, l'excellent travail qu'ils font durant l'année. Donc, assurez-vous d'avoir la bonne protection. Eh bien, Guy Duchesne, notre expert en assurance, un gros merci pour cette chronique qui revient 2 fois par mois chez nous. Ben, merci Jean et bonne journée. Bonne journée. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. Alors Jean, c'est ce qui conclut une émission encore une fois bien chargée, mais préenregistrée, hein, c'est ce qui arrive des fois dans nos métiers, les gens ne sont pas disponibles sur l'heure du midi. Mais quand même une bonne émission. Et on n'a presque pas parlé de politique municipale. Oui. Aujourd'hui, ça fait changement, ça tranche avec les émissions précédentes de Côte-Nord Attitude. On aura demain également beaucoup de sujets variés. On va parler entre autres de l'opération Nez Rouge qui s'implante chez nous à Sept-Îles, mais aussi à Port-Cartier pour la première fois. On reçoit également la comédienne Christine Beaulieu demain. Exact. Elle qui joue dans District 31 maintenant. Là. Mais elle a fait un documentaire, le J'aime Hydro, donc c'est elle qui est venue. Demain, elle va venir nous voir en direct à Côte-Nord Attitude. Ouais, parce qu'elle présente une partie de son documentaire à la salle Jean-Marc Dion, donc c'est une partie de la programmation de Côte-Nord Attitude de demain. Merci Jean. Au revoir, à demain tout le monde. À demain.